Vous écoutez Éco-anxiété à l'université. Épisode 5. Bonjour à toutes. Dans ce nouvel épisode, nous sommes au service de santé universitaire de Lyon 1 sur le site de la DOA. Nous nous retrouvons du coup pour la table ronde. Je suis en compagnie de Noémie, Salomé, Anne-Laure et je suis Chloé Chaudret, psychologue clinicienne au service de santé. Et c'est moi qui vais animer cette table ronde aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Donc je suis Noémie, étudiante en médecine à Lyon-Est en 5e année. Je suis Salomé, je suis étudiante en master pour être professeure des écoles. Anne-Laure Crécorian, je suis psychologue clinicienne ici au service de santé universitaire à la DOA. Merci à toutes du coup d'être présentes. Cet après-midi, il nous manque Louane qui n'a pas pu être présente avec nous. Du coup, Anne-Laure, peux-tu nous définir l'éco-anxiété ? Eh bien, l'éco-anxiété, c'est une réaction finalement plutôt naturelle et adaptative qui découle de la prise de conscience des enjeux environnementaux actuels et qui, on l'espère, peut parfois déboucher sur l'action. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment cette thématique, peut-être de l'écologie, de l'environnement, a été abordée à l'école quand vous étiez plus jeune ? À l'école primaire, moi, j'ai pas souvenir du tout d'avoir abordé ces questions. Par contre, au collège, j'ai souvenir de temps en temps, à travers certaines séquences, d'avoir eu des petites sensibilisations, mais un peu anxiogènes pour le coup, et pas, sans réelle solution derrière proposée, quoi. Donc, on savait que c'était un peu chaotique, mais on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour le climat, par exemple, ou à part des petits gestes, mais qui, aujourd'hui, on le sait, sont pas forcément hyper concluants. Du coup, j'ai l'impression que c'était abordé sous un prisme un peu anxiogène, en fait. Qu'est-ce que c'était, ces interventions ? Est-ce que vous vous souvenez ? Je me rappelle, par exemple, d'avoir fait en géo des choses sur le climat, ou alors, même, souvent, c'était dans des matières qui n'étaient pas spécifiquement prévues pour, par exemple, en anglais. J'ai souvenir d'une séquence là-dessus. Mais j'ai pas souvenir que ça m'ait apporté autre chose que des angoisses en fait, parce qu'en soi les problématiques on était déjà sensibilisés avant, je pense. Alors moi j'ai pas le souvenir non plus à l'école primaire, collège, lycée peut-être un peu, mais moi j'ai pas trouvé ça particulièrement anxiogène. Je trouve que assez souvent on nous présentait le concept de développement durable qui était super beau avec plein d'idées et qui paraissait parfait, quoi. Et maintenant, je trouve que c'est un peu utopiste, mais je pense qu'à l'époque, je pensais que ça allait... qu'on pouvait se débrouiller et que... Ouais. Je pense que j'étais pas anxieuse, pas du tout... je trouvais pas du tout ça anxiogène, mais plutôt optimiste. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle des séances sur le développement durable aussi. Et peut-être aussi que c'était un peu une réponse facile à apporter justement à ces angoisses qui pouvaient naître, moi, d'autres séquences beaucoup plus anxiogènes. D'avoir le concept de développement durable, je me disais, c'est bon, on s'en sortira et il n'y a pas de souci. C'est vrai que je l'avais oublié, ça m'a peut-être moins marqué du coup, puisque ce n'était pas empreint d'émotion, mais j'ai aussi eu ce genre d'intervention. De quelle manière, à votre avis, on pourrait peut-être intervenir auprès des plus jeunes ? Est-ce que vous avez des idées ? La manière de sensibiliser, peut-être ? Alors, moi, j'ai pas mal été sensibilisée autour de chez moi par la nature et tout ça, et la forêt qui est juste en face de chez nous est en train de sécher, et donc je pense que il y a aussi toute l'industrie du ski près de chez moi, et donc mes parents m'en ont pas mal parlé, et en fait en me montrant concrètement à quoi ça ressemblait. Et je pense que c'est important de montrer des réalités et de dire, voilà, il y a vraiment des impacts et de montrer aussi qu'on peut choisir de vivre différemment et qu'on peut choisir de faire différemment. Et quand j'étais enfant et ado, j'étais assez souvent en marge parce qu'on n'avait pas de télévision, parce que... mes parents n'achetaient pas de vêtements, mais achetaient des vêtements d'occasion, des choses comme ça. Et je me sentais souvent en décalé, mais finalement, je savais pourquoi je le faisais. Et donc ça me plaisait quand même.
Et je pense que ça, même des enfants assez jeunes peuvent le comprendre en expliquant pourquoi on vit différemment et pourquoi on fait ces choix-là. Je pense que aussi il faut avoir une éducation globalement plus orientée vers le soin de la nature et pas juste dans la consommation en fait. Et vraiment que des jeunes, en fait, les enfants, ils prennent conscience du lien avec la nature. Enfin, pour moi, c'est vraiment un projet global. C'est pas juste une sensibilisation comme ça rapide sur les enjeux environnementaux. Et ça, est-ce que ça se fait, à votre avis, plutôt dans le cadre de l'école, ou est-ce que c'est censé se faire dans le cadre de la famille, peut-être, ou par d'autres moyens ? Bah, disons que, de mon point de vue, le cadre de l'école, c'est celui sur lequel, personnellement, je pourrais plus agir, alors que ce qui se passe dans les familles, on peut pas vraiment le savoir. Et je pense qu'on est aussi souvent un peu à contre-courant, justement, dans les familles. Il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte, des enjeux économiques, des enjeux... Et un modèle de société se construit peut-être tout autant à l'école qu'au sein des familles, où justement il n'y a pas prise en fait, là-dessus, sur ce qui s'y passe. Je pense que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Enfin, je pense que les deux sont nécessaires et après je saurais pas dire où faire quoi. En tout cas, vous pensez quand même que c'est important de pouvoir agir. Enfin, en tout cas, que ce soit la famille ou l'école, qu'il y ait des interventions quand même qui soient faites, et plus qu'une sensibilisation, c'est ce que vous disiez. Que la sensibilisation, finalement, elle se met... Ce que vous disiez, j'ai l'impression que la sensibilisation, elle se fait par l'action de prendre soin de la nature, et que ça, en soi, c'est une sensibilisation. Oui, et puis que nous aussi, on soit capable de montrer cet exemple aussi, je pense, parce qu'au final, que ce soit dans la famille ou par l'école, les enfants, ils apprennent aussi par l'exemple qu'on leur donne. Et moi, je sais que, de mon point de vue, j'ai pas vraiment été éduquée. Dans ma famille, il y a quand même cette conscience écologique, mais globalement, la société dans laquelle on a grandi, il n'y a pas vraiment toute cette question du soin. C'est quand même très axé sur la consommation. Et on y est pris même si on s'intéresse à ces enjeux. Je trouve qu'il y a des fois, on n'a pas vraiment le choix. Et en soi, on aura beau éduquer les enfants dans le sens du soin, si derrière, il n'y a pas un mode de consommation possible et accessible dans ce sens-là, à mon sens, ça sera vain un peu, quoi. Enfin, ça ne sera pas possible de changer les choses. Et dans cette idée de la transmission, justement, est-ce que vous, c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà pensé, mais est-ce que vous imaginez avoir des enfants étant prise un peu à ces questionnements-là? Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Alors, je ne veux pas d'enfants, mais c'est pas du tout pour des raisons écologiques. Donc, je ne me pose pas ces questions. Moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je me projetais un peu dans l'idée que j'aurais des enfants. Et justement, en raison des problématiques écologiques, j'en suis un peu venue à reconsidérer la question. Et du coup, dans l'immédiat, non, parce que je me dis, pour le moment, le monde qu'on leur prépare est pas, à mon sens, pas satisfaisant. Et pas... Enfin, c'est pas pour rendre anxieux tous les gens qui ont des enfants ou pour culpabiliser, ou voilà, mais je trouve que c'est quand même une responsabilité à porter. Et ouais, bon, après, on est encore jeune aussi, donc personnellement, on Vous avez verra. le temps de voir venir. On peut être dans la transmission autrement qu'en ayant des enfants aussi. Je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a d'autres moyens d'être dans la transmission qu'en procréant soi-même. On peut être dans la transmission en étant professeur des écoles, par exemple, comme vous, ou aussi dans la transmission en étant médecin. Donc les métiers que vous avez choisis me semblent plutôt adaptés à toutes ces questions-là de transmettre un mode de vie et des idées qui vont dans le sens de vos valeurs. Puis j'ai l'impression que aussi aujourd'hui il y a des structures qui sont un peu déconstruites. Par exemple, la famille, pour moi, c'est quelque chose qui est important, mais qui est en pleine évolution et qui est remise en cause. Et du coup, je pense qu'il y a une évidence qu'avait la génération de nos parents d'avoir des enfants que nous, on a beaucoup moins dans notre génération. Et qui est, je pense que c'est lié aux enjeux climatiques aussi en partie. Et puis, il y a d'autres biais d'éducation et de sensibilisation que l'école et la famille, qui peuvent être les villes, en fait. Comme ici, la ville de Villeurbanne, qui organise beaucoup d'actions
autour de planter des arbres, prendre soin des coins de nature dans la ville, des choses aussi où il peut y avoir une demande de l'avis des personnes qui vivent à Villeurbanne sur comment ils souhaitent aménager tel ou tel espace avec des propositions sur des espaces verts, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi au niveau de la ville et qui vont venir compléter ce qui peut se faire dans la famille ou ce qui peut se faire à l'école. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu peut-être comment il y a pu ou pas avoir cette transmission de ces questions-là, des enjeux climatiques peut-être, ou de la question de l'écologie à travers les générations dans vos familles? Est-ce que vos grands-parents ont pu, eux, être sensibilisés ou justement pas du tout à ces questions-là? Alors, mes parents, du coup, ils sont très sensibilisés. Et mes grands-parents, du côté de mon père, ils étaient agriculteurs. Donc, évidemment, ça les touchait vraiment. Et d'une petite exploitation. Donc, c'était des sujets qu'ils connaissaient, mais plutôt parce qu'ils le voyaient, quoi. Et du côté maternel, ils sont assez conscients de tout ça. Mais ma grand-mère, elle a sa façon d'être optimiste et elle se dit que c'est pas grave si l'humanité se termine et qu'il y aura d'autres espèces, potentiellement des cafards ou je ne sais quelle autre espèce qui va prendre le dessus, mais ça la met en joie, donc tant mieux. Mais oui, donc ils sont assez conscients et il n'y a pas de gros... il n'y a jamais eu de conflit dans ma famille à cause de ça, quoi. Est-ce que c'est un sujet dont vous pouvez parler quand même assez régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué Oui, parce qu'avec mes parents, j'ai grandi... mes parents font beaucoup partie d'associations, donc... En fait, notamment des associations écolo, et donc c'est eux qui m'ont donné toutes les ressources pour que je crée une asso écolo à Lyon. Donc finalement, on en parle tout le temps, et on a nos amis, c'est tous des amis de l'asso. Donc finalement, on en parle très souvent. Et avec mes grands-parents, oui aussi, on en parle. En fait, c'est un sujet un peu comme d'autres, on en parle très souvent, oui. Moi, mes grands-parents, je pense qu'ils ont conscience des enjeux, mais sans trop en avoir conscience. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ne se posent pas trop la question parce qu'ils ne se sentent pas forcément très concernés. Donc, on en parle très peu. Ou alors, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, vu qu'on n'est pas sur les mêmes générations, on n'est pas sur la même échelle. Et eux, ils se sentent beaucoup moins impactés. Ça ne va pas forcément les angoisser, par exemple. Pas que je sache, après peut-être aussi ils évitent de faire peser sur nous ces angoisses. Alors que mes parents, par exemple, je sais que ça les angoisse, mais on n'en parle pas forcément trop et j'ai pas eu forcément énormément d'échanges avec eux par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous savez de quelle manière ça les angoisse, ou en tout cas ce qui leur pose question? Plus en fait de qu'est-ce qui va se passer, comment de la suite. Oui. Okay. Oui. Maintenant, est-ce qu'on pourrait un peu parler de la question des médias, c'est-à-dire de quelle manière les médias transmettent, véhiculent ces messages autour des enjeux climatiques et donc de ce qui pourrait se passer par la suite. De quelle manière ça vous impacte? Alors j'écoute peu de médias conventionnels français, tout ça, donc je sais pas. Par contre, j'écoute plutôt des médias alternatifs, ou j'écoute aussi beaucoup Radio France Internationale, donc c'est pas mal centré sur l'Afrique. Et en Afrique, les impacts, ils sont réels, et aujourd'hui, ils sont réels, et aujourd'hui, les gens meurent de famine à cause du réchauffement climatique. Donc finalement, c'est un sujet qui est très souvent abordé. Après, je dirais pas que ça m'angoisse, comment dire. C'est sûr que je suis en colère contre nous, occidentaux, qui consommons comme 18 et donc qui condamnons des gens à l'autre bout du monde. Mais en même temps, je pense pas que personnellement, ça impacte vraiment
mes émotions. Enfin, comment dire, c'est sûr que ça impacte mon mode de vie et j'essaye de vivre en ayant le plus faible impact négatif, mais ça ne va pas m'angoisser, quoi. Moi, au contraire, je me suis un peu coupée de tous les médias parce que à un moment donné, j'écoutais beaucoup et ça m'angoissait énormément. Et maintenant, je me dis, bon, je sais de toute façon, je vois pas vraiment ce que je pourrais apprendre de plus parce que je suis consciente des enjeux. Donc, après, à part nourrir en fait mon anxiété, j'ai l'impression que ça peut pas m'apporter énormément en fait de tout le temps m'informer. Du coup, non, je me suis un peu coupée de toute la gestion médiatique de la crise. Et après, du coup, dans les médias alternatifs que j'écoute, il y a aussi plein de bonnes nouvelles et à chaque fois, je sais pas, ils mettent en valeur des actions qui sont faites dans certaines villes et tout ça. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt optimiste et plutôt... ça aide à avancer et ça réconcilie un peu avec le monde, quoi. Les médias alternatifs, souvent, j'ai remarqué, vont mettre en avant des initiatives locales dans différentes régions du monde qui marchent, alors avec un impact mesuré, local toujours, mais qui peuvent donner des idées pour des actions de plus grande envergure et effectivement, c'est vecteur de beaucoup d'espoir. À votre avis, de quelle manière les médias plus classiques, plus traditionnels peut-être, devraient véhiculer de l'information à ces sujets-là ? En fait, moi, je pense que le problème, il n'est pas informationnel. À mon avis, aujourd'hui, tout le monde est au courant de ces enjeux-là, mais c'est plus la manière dont c'est présenté et quelles initiatives on peut mettre en œuvre, en fait. Et ça, c'est pas une question d'information. J'ai l'impression que c'est plus une question de politique après, quels projets sont soutenus et quels projets de société on construit, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des enjeux, qui ont envie d'agir, mais il y a un peu c'est épuisant et c'est un peu démotivant parce qu'on a l'impression que justement c'est impossible en fait d'agir. Et les médias mettent peut-être pas trop en avant, à part les médias alternatifs, les initiatives qui sont possibles, mais qui restent quand même, je pense, minimes par rapport à l'enjeu, à l'ampleur des dégâts et aux enjeux en fait qui sont devant nous, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que les médias ou l'information d'une manière générale, elle est trop présente dans nos vies finalement ? Moi, à mon sens, oui. C'est pour ça que je m'en suis coupée, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est que des informations anxiogènes tout le temps qu'on reçoit. Par exemple, moi, mes parents, ils ont une montre connectée et du coup, ils reçoivent tout le temps ce genre d'informations en instantané. C'est difficile de couper et ça pousse pas forcément à l'action. Parce que justement, quand c'est que des informations anxiogènes, au contraire, ça donne presque plus envie de tout abandonner. Après, le danger aussi de présenter que les initiatives positives, c'est aussi de pousser au contraire à l'inaction en se disant c'est bon, tout est sous contrôle. Mais moins d'informations et plus d'action, je pense que ça serait bénéfique. Alors chez mes parents, il n'y a jamais eu de télé. Quand j'ai grandi, il n'y a jamais eu de télévision. Donc finalement, on n'a jamais... Quand je regardais le journal, c'était chez mes grands-parents pendant les vacances, donc c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était un peu fête quand on regardait la télé, quoi. Donc finalement, j'ai jamais été vraiment attachée aux médias et même donc c'était souvent la radio chez mes parents, mais même sur Radio France, il y a pas mal d'émissions sur l'environnement et tout ça. En tout cas, celles que mes parents écoutaient étaient pas mal axées là-dessus. C'était pas une masse énorme d'informations anxiogènes, mais plutôt, il y avait toujours quelques informations de guerre ou de je ne sais quoi. Mais finalement, j'ai jamais été très accrochée aux médias et très informée. Donc, quand j'ai choisi de m'informer, j'ai fait un choix en étant un peu neutre par rapport à... J'avais pas d'arrière-pensée puisque chez mes parents, il y avait peu de médias. Donc, quand j'ai commencé à m'informer, c'est moi qui ai choisi des médias qui me correspondaient et qui me plaisaient et qui m'aidaient à avancer, quoi. Mais j'ai l'impression aussi que dans ce que tu dis, justement, le fait de ne pas avoir la télé, ça t'a pas empêché d'être au courant du fond du problème. Donc, au final, la multiplication d'informations, c'est pas forcément ça qui pousse à agir. Et est-ce que le fait de t'être renseigné, est-ce que ça t'a poussé en fait justement à aller plus loin dans ton action, ou est-ce que juste les informations dont tu disposais, même sans avoir la télé, suffisaient à te donner envie d'agir ? Oui, mais parce que chez mes parents, on a toujours agi, donc je me suis jamais posé la question en fait.
les week-ends, c'était dans des associations. Donc, ouais. Après, je pense quand même que les médias ont énormément de pouvoir en France. Et donc, finalement, le fait que les médias parlent d'une façon anxiogène, ça a énormément d'impact. Mais s'ils parlaient d'une façon plus optimiste, en proposant plus de solutions, en montrant que ok, il y a un gros problème, mais finalement, on peut agir et que nos actions ont de la valeur et que nos actions... Enfin, comment dire, les médias ont énormément d'impact politique aussi, et ça, souvent, on s'en rend pas trop compte. Et donc, finalement, si les médias étaient beaucoup plus axés sur des actions, les politiciens seraient aussi beaucoup plus axés sur des actions. Et donc, je pense quand même que les médias devraient changer leur façon d'informer. Mais après, je crois que toute la société est basée sur un mode capitaliste, économiste, tout ça. Donc finalement, c'est pas avantageux pour eux de changer. Donc je pense pas que que c'est la priorité actuelle, quoi. Et pourtant, je pense que si les médias changeaient, il y aurait un impact énorme. En termes de médias, moi je propose aux étudiants de choisir leurs canaux d'information soigneusement pour pas subir des fils d'actu, et puis de doser aussi. C'est vraiment les deux éléments importants, choisir et doser. À partir de quel niveau ça devient anxiogène et non productif, et c'est quoi le niveau nécessaire et suffisant pour donner une motivation à être dans l'action. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la manière dont vous pouvez gérer l'anxiété et les angoisses liées à ces thèmes-là ? Est-ce que vous avez mis en place des choses qui vous permettent de mieux peut-être réguler vos émotions ou votre anxiété ? Moi, je pense que mes angoisses, elles naissaient beaucoup des projections que je pouvais avoir par rapport à tout ça. Et du coup, la solution que j'y ai apportée, c'est un peu de vivre au présent et de me dire, bon, tout va bien, et de me concentrer en fait sur ce que je peux trouver dans mon environnement immédiat. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vais consommer un max, parce que justement, c'est pas ça en fait qui m'apporte et qui me rend plus sereine. Au contraire, je trouve aussi que tout ce qui est consommation de masse, ça nourrit aussi un peu ce système d'angoisse de ok, on a peur, du coup on va acheter des choses pour avoir moins peur, donc au contraire, plus un peu de prendre du recul et de me dire bon là, qu'est-ce que j'ai devant moi au quotidien pour agir justement sur ce qui pourrait me faire peur à l'avenir, mais sans non plus être trop concentré sur cet avenir qui est un peu anxiogène. Alors, personnellement, je ne me sens pas particulièrement éco-anxieuse et je suis surtout très en colère contre notre mode de vie occidental. Ouais, mes propriétaires sont pas du tout écolos et même, ils consomment que des produits industriels pour manger, que des produits industriels, suremballés, gras, mauvais pour la santé, hyper transformés et tout ça. Et ils laissent la clim allumée tout l'été avec la porte ouverte sur la cour pour que les chiens puissent entrer et sortir quand ils sont au travail, ce genre de choses. Donc je suis j'étais en colère contre eux et contre tout ce qu'ils faisaient. Et c'était dur de me dire, plutôt que d'être en colère, ce serait plus pertinent de leur montrer qu'on peut vivre différemment. Et je pense que là, ça fait 1 an et demi que je suis chez eux. Et finalement, je les côtoie un peu parce que donc j'habite dans une petite maison à côté, mais je vais cuisiner chez eux et donc je les vois quand même régulièrement, et c'était des gens que je connaissais par ailleurs qui sont les parents d'une amie. Donc finalement, au bout d'1 an et demi, j'ai l'impression que quand même voir que je pouvais manger différemment, voir que je vivais différemment, que j'avais d'autres façons de voir les choses aussi. Ça les a beaucoup plus impactés, ça les a pas mal impactés. Et ils sont pas encore à changer complètement leur mode de vie, mais parfois quand même je vois qu'il y a des efforts. Et avant, je vivais dans une coloc où on était 8, et
parmi ces 8, on était 3 à être très, très conscientes des problèmes climatiques et environnementaux. Et il y en avait 5 qui n'étaient pas très conscientes. Et finalement, on était séparés en 2 étages. Et au premier étage, il y avait une personne qui était très consciente des enjeux. Et elle imposait un peu à tout le monde des règles de compostage et de machin et de trucs. Et moi, j'étais beaucoup plus, faites comme vous voulez, mais moi, je choisirais de composter. Et finalement, j'ai remarqué que les personnes qui étaient à mon étage, elles comprenaient pourquoi je le faisais et c'était pas une règle qu'on leur imposait. Et donc finalement, elles s'y mettaient parce que ça leur demandait pas grand-chose et qu'elles comprenaient que ça avait un impact positif. C'est pas ma colère, c'est pas mon angoisse, c'est pas tout ça qui va les transformer. Donc finalement, être un témoignage à côté d'eux et vivre différemment, ça peut par contre vraiment les impacter et leur montrer qu'il y a d'autres choses possibles et que je suis heureuse et que ma vie est cool. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu un peu le même cheminement. Enfin, en tout cas, au moment où j'ai commencé à avoir beaucoup d'angoisse par rapport aux enjeux climatiques et écologiques, il y a eu aussi un peu cette colère mais il y a plein de gens qui ne voient pas, en fait. Et par exemple, quand je voyais les gens qui allaient faire les magasins et qui sortaient avec plein de sacs, je me disais, mais ça m'énerve, en fait. Pourquoi ils font ça ? Ils ne voient pas que... Et je pense, comme toi, en fait, que justement, au contraire, c'est plus ce qu'on va incarner et de montrer que, non, nous, on achète de seconde main, par exemple, et en fait, c'est OK. Et au contraire, c'est plus simple aussi. Enfin, moi, il y a plein de choses que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui me simplifient la vie. Et maintenant, je me verrai pas de revenir, en fait, à des anciens... à l'ancien... Enfin, ce que je faisais avant, en fait, à mon ancien mode de vie. Et des fois, ce qui est compliqué, c'est que j'essaye d'en parler autour de moi de choses qui sont plus simples. Et c'est pas forcément très bien reçu, parce qu'il y a aussi des gens qui sont réfractaires avec l'idée que ce qu'on nous vend, par exemple, de manière habituelle est plus confortable et que d'en changer, au contraire, ça serait une régression des modes de vie, ce qui est, à mon sens, pas forcément le cas, quoi. Donc, est-ce que tu as des exemples de choses quand tu dis qu'ils sont plus faciles ? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre concrètement en place ? Par exemple, les produits ménagers. Maintenant, j'ai des produits ménagers plus naturels et j'en ai un qui va me faire tout, par exemple. Alors qu'avant, j'étais obligée d'avoir un produit pour chaque chose. Et du coup, c'était pas forcément... Ou par exemple, aussi, surtout les produits d'hygiène, d'utiliser des shampoings plus naturels. Par exemple, j'ai l'impression que j'ai moins de problèmes de cheveux, donc j'ai pas besoin d'utiliser ensuite 12 produits derrière pour contrer, en fait, les effets néfastes de chaque produit, quoi. Et du coup, c'est des petits exemples anecdotiques, mais qui, pour moi, me simplifient la vie, et écologiquement et économiquement. Et même, par exemple, quand je pars en voyage, du coup, j'ai moins de choses à prendre. Enfin, c'est tout un... ça a plein d'implications, en fait, qui sont hyper positives, à mon sens, et qu'on ne présente pas assez comme positifs. En fait, à chaque fois, dans tout le discours au sujet des enjeux écologiques et des changements de mode de vie, c'est tout le temps, on va devoir prendre le vélo au lieu de prendre la voiture, par exemple. Mais en fait, des fois, c'est bien, en fait, d'être en vélo et de ne pas avoir à prendre la voiture. Donc... je trouve que c'est aussi peut-être cette image-là, on en revient aux médias, mais qui pourrait être véhiculée, et c'est de plus en plus le cas, c'est que, en fait, c'est pas forcément juste une régression vers quelque chose de nul et un mode de vie qui serait que négatif, en fait. Il y a aussi plein de choses positives qui peuvent en découler. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on donnera envie aux gens de changer, parce que la plupart des gens sont pas prêts à troquer leur confort contre quelque chose de régressif, quoi. Et ça peut se comprendre, j'imagine. Donc en fait, vous êtes des modèles et en étant des modèles, vous inspirez les gens à peut-être vivre un peu différemment ou à adapter un peu des modes de vie sans forcément être dans un discours moralisateur ou culpabilisant ou en faire une obligation. Mais ça inspire les gens de voir comment vous vivez et ça peut faire évoluer les choses même si ça peut prendre du temps. Modèle, je trouve que c'est un grand mot quand même, parce que je me sens pas non plus exemplaire au point de pouvoir être un modèle. Mais après, j'essaye d'impacter en ce sens et d'incarner ça. Mais modèle, c'est beaucoup trop ambitieux par rapport, j'ai l'impression, à l'ampleur des actions et des choses que je peux impulser, quoi. Et moi, en tant qu'étudiante en médecine, j'ai assez souvent l'autorité du soignant aussi. Et donc, finalement, leur montrer à mes propriétaires, par exemple, que manger différemment, c'est bon pour leur santé, eh bien ça a beaucoup de valeur. Et les gens tiennent quand même beaucoup à leur santé, et ce qui est une bonne chose en soi. Et en fait, ils ne se rendent pas du tout compte que leur vie est
et souvent pleine de toxiques et de choses comme ça. Et donc leur montrer, leur pointer du doigt les petites habitudes qui pourraient changer pour potentialiser un peu leur santé ou pour être moins malade ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact, je trouve. Donc ça peut à la fois simplifier la vie et être bon pour la santé. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi tu travailles avec cette question de l'éco-anxiété avec les étudiants ? Alors moi, je travaille surtout avec ce qu'on m'apporte. Et c'est rarement un sujet qui vient en premier dans les consultations. Les gens ne viennent pas me voir pour ça. En revanche, les étudiants viennent et quand ils vivent de l'éco-anxiété, ça ressort toujours à un moment ou à un autre. Ça ressort toujours d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le versant anxieux ou sur le versant dépressif, avec une difficulté à se projeter dans l'avenir. Et parfois, c'est sous-jacent à tout un tas d'autres troubles psychiques. Et parfois, ça vient se rajouter à ces troubles-là. Du coup, ce que je propose, c'est d'intégrer la question de la régulation émotionnelle dans le suivi pour que ça vienne aussi impacter positivement la question de l'éco-anxiété. Est-ce que tu veux bien nous préciser ce qu'est la régulation émotionnelle ? La régulation émotionnelle, c'est les stratégies qu'on va mettre en place pour réguler ses émotions. Et nous, par exemple, au SSU, on organise un atelier de régulation émotionnelle en 6 séances. C'est un atelier de groupe où on va apprendre des outils concrets qu'on peut mettre en place pour mieux réguler ses émotions et pouvoir les vivre relativement tranquillement. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment vous vous projetez dans l'avenir ? Où est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans, par exemple ? Comment vous imaginez les choses ? Je me projette pas du tout. J'ai du mal à voir en fait au-delà des 2 prochaines années parce que quand j'ai pris vraiment conscience des enjeux climatiques et environnementaux, justement ça a été un peu comme une petite mort en fait. Enfin, je me suis dit que tout ce que j'avais projeté durant mon adolescence par exemple sur ce que serait mon avenir, au final ce serait probablement pas viable parce qu'il y avait d'autres facteurs en fait qui rentrent en compte et qui font que je peux pas me projeter en fait et je peux pas imaginer en fait ce que sera l'avenir dans 10 ans. Ça me paraît loin et je pense que le monde il aura énormément évolué, ce qui fait que c'est difficile en fait de répondre à cette question. Alors moi, dans 10 ans, j'aurai enfin fini mes études et j'aimerais vivre en Afrique. Et après, souvent, on me demande quel pays et je dis ceux qui resteront. Et c'est vrai que là, cet été, j'étais au Togo et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais sauf que le Togo et le Burkina et tout ça, c'est des endroits qui vont assez vite brûler à cause du changement climatique et tout ça et du réchauffement. Donc, c'est pas forcément là-bas que je me vois parce que... Enfin, c'est pas forcément dans cet endroit précis que j'aimerais... Enfin, que je pense vivre parce que je pense que ce sera pas forcément vivable. Mais peut-être du coup plus au sud et... ouais, voilà. D'accord, donc vous vous imaginez peut-être vivre en Afrique. Vous vous imaginez faire quoi, être médecin là-bas ? Ouais, être médecin. Du coup, c'est vrai qu'il y a la question du deuil qui revient avec cette idée que quand on prend conscience des enjeux climatiques, ça met comme un coup d'arrêt à notre vie telle qu'on l'avait projetée, ce qui peut être en soi très anxiogène, ou qui peut se retourner en quelque chose de très positif qui va être je suis ici et maintenant et je peux agir dans l'ici et maintenant. Donc à la fois ça peut être quelque chose qui empêche l'action ou si on le vit différemment, ça peut être quelque chose qui génère de l'action ici et maintenant. C'est intéressant de voir les deux aspects parce que chez les étudiants, on voit des personnes qui sont complètement en panne dans leur projection, qui vont se dire de toute façon ça sert plus à rien d'avancer, ça sert plus à rien de faire des projets parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 10 ans. J'ai envie de dire c'est vrai, crise climatique ou pas, en fait on ne sait pas ce qui va nous arriver dans 2 ans ou dans 10 ans, même si la Terre se portait très très bien. Et du coup la question c'est comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre
l'incapacité à se projeter qui découle de la prise de conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ou une projection un peu naïve dans un monde plein de certitudes. L'idée, ça va être d'être dans un juste milieu qui est j'ai conscience du fait que rien n'est acquis et que tout peut basculer dans ma vie du jour au lendemain, que ce soit à cause de la crise climatique ou pas. Et à côté de ça, pouvoir raisonnablement se projeter en étant simplement dans une vie qui a du sens pour nous, qui est en cohérence avec nos valeurs, où on se pose la question de quelle personne on a envie d'être, comment on peut trouver notre place dans ce monde, et pouvoir vivre ces choses-là au jour le jour et dans une projection raisonnable dans l'avenir. Moi, je me retrouve vraiment dans ce que vous dites parce que justement, les questions d'éco-anxiété, je les ai vécues vraiment comme un processus un peu de ok, du coup, c'est pas possible de se projeter. Qu'est-ce qu'on construit après maintenant et comment en fait on fait face à ça? Et dans les angoisses que je pouvais avoir, je me disais, j'y apportais aussi une réponse par le fait de me dire que si j'avais par exemple une maladie, ce serait la même chose en fait. Je devrais faire le même processus. Donc en soi, c'est aussi une expérience qui au final est universelle, j'ai l'impression, même si elle est quand même marquée à notre époque, mais qui est quand même proprement humaine et qui n'est pas simplement le fruit de notre société actuelle, quoi. Je travaillais avec des groupes de patients qui avaient le cancer et qui étaient plutôt en fin de vie, et qui disaient qu'ils avaient eu des prises de conscience extrêmement positives sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, les relations qui sont importantes dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont envie de privilégier, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le temps qu'il leur reste, quelle que soit la longueur de ce temps, et qu'ils aimeraient pouvoir transmettre ça aux autres personnes qui ne sont pas malades, et que c'est très difficile de le transmettre à ces autres personnes parce que ces personnes ne sont pas forcément conscientes de ces enjeux-là. Et du coup, ça me fait penser beaucoup à ce que vous dites sur la prise de conscience écologique, qui est plutôt une maladie commune de la Terre, mais qui peut produire exactement les mêmes effets positifs si on le prend comme une possibilité de se repositionner sur qu'est-ce qui est vraiment important. Mais c'est vrai qu'au quotidien, personnellement, pour moi, ça ne se traduit pas forcément. Parfois, il y a des moments d'anxiété, mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je vis comme de l'anxiété, mais plus comme quelque chose qui me porte justement, au sens où quand je vais faire des choix, je vais vraiment me centrer plus sur ce qui est essentiel que me dire, c'est pas grave, je ferai plus tard. Et du coup, c'est presque plus un moteur d'action, pas simplement d'action pour justement contrer ces problématiques, mais aussi d'action en fait dans ma vie au quotidien, dans mes choix et mes orientations, quoi. Ça vous invite à ne pas remettre à plus tard ce que vous avez envie de faire. Oui, exactement. On a parlé un petit peu tout à l'heure d'actions que vous pouviez mettre en place à votre échelle, de simplification de certaines choses, par exemple, autour de produits que vous allez utiliser, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être acteur, actrice et vous, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous êtes engagé dans des actions militantes, peut-être Moi, du coup, déjà, dans ma vie personnelle, j'essaye de vivre le plus sobrement possible. Après, dans mes études, j'ai pas mal travaillé sur les sujets de santé planétaire et j'ai participé à la création d'un enseignement à destination de tous les étudiants en médecine de France au sujet de la santé environnementale et des impacts. Donc, c'est en gros quels sont les impacts de l'environnement actuel sur notre santé personnelle et l'impact de notre système de santé sur la planète. Voilà, donc déjà, m'informer personnellement pour pouvoir agir auprès de mes patients et auprès des autres, des étudiants en médecine. Et après, j'ai participé à la création d'une asso à Lyon qui... La base de l'association et leur but, c'est vraiment de protéger la biodiversité. Et à Lyon, la branche locale, on a pas mal d'actions en rapport avec pas mal de sujets sur la crise environnementale globale et pas seulement sur la biodiversité. Comment s'appelle l'association ?
À Rocha. Ouais, c'est à peu près tout. À titre personnel, il y a d'autres choses que vous avez pu mettre en place Du coup, dans ma vie, j'essaye d'être le plus sobre possible, de consommer local, je prends beaucoup mon vélo. Enfin, à Lyon, je fais tout en vélo. J'essaye de prendre le train et pour des trajets plus longs. Je n'achète pas beaucoup de choses. J'essaye de limiter beaucoup mes achats, de ne pas acheter des choses qui soient suremballées ou des choses comme ça. Moi, j'ai changé mon mode de consommation, je pense. Aussi, j'ai réduit ma consommation de certains produits. Après, la question du militantisme, je me la suis beaucoup posée parce que j'ai beaucoup culpabilisé justement des fois de pas forcément m'engager dans des associations en lien avec ça. Mais je pense que j'avais aussi besoin, justement au moment où c'était vraiment une source d'angoisse, de me mettre à l'abri en fait un petit peu aussi de ce sujet-là et de pas que ça soit en fait tout le temps mon quotidien et d'être tout le temps justement dans l'action angoissée, on va dire. Je veux dire dans le plus d'apprendre à lâcher prise par rapport à certaines choses que de vouloir à tout prix militer et me battre tout le temps en fait parce que voilà. Et aujourd'hui, c'est aussi une question sur laquelle je reviens quand même, le militantisme, parce que je pense que c'est aussi un moyen justement de rencontrer des gens qui sont aussi moteurs de ce changement et de se mettre en lien avec des gens qui justement portent ces valeurs. Donc c'est pas forcément quelque chose que je fais encore, mais je me projette différemment dedans en fait, d'une manière beaucoup plus sereine aussi dans le militantisme en fait. Est-ce que, éventuellement, dans vos actions ou dans votre mode de vie, il y a la sensation de sacrifice, parfois, du fait d'avoir peut-être enlevé certaines choses de votre mode de vie ? Moi, pas du tout. J'ai pas l'impression, parce que on reste quand même libre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je fais, je sais qu'elles sont pas exemplaires. Mais en soi, après, j'ai l'impression de changer mon point de vue et j'ai moins de besoin, en fait, de choses dont j'ai absolument envie. Enfin, je me concentre sur les choses simples et en fait, ça me rend plus heureuse. Donc, j'ai pas trop tant cette notion de sacrifice. Après, je sais que si vraiment je voulais être parfaite et justement incarner un modèle, faudrait que je revoie certaines choses et que ça serait plus compliqué peut-être. Mais après aussi, il y a une question d'impact et je suis pas sûre que même en revoyant ces choses-là, moi, à titre individuel, j'ai un impact sur l'environnement, quoi. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les personnes qui sont très engagées au niveau de leur mode de vie, de quelque chose de très simple et sobre, que ça ne leur coûte pas tant finalement et que c'est pas quelque chose qui est vécu comme un sacrifice énorme, mais plutôt comme quelque chose qui se fait assez tranquillement avec une prise de conscience du fait que on n'a pas tant de besoins que ça et qui sont plus créés par la société de consommation qu'autre chose finalement. Par exemple, moi j'ai réduit, c'est un exemple concret, mais ma consommation en termes de vêtements par exemple. Et c'est pas quelque chose que je regrette parce que d'en avoir moins aussi, ça me permet de moins réfléchir à comment je dois m'habiller. Enfin, ça fait plein de petites choses en fait qui se simplifient de fil en aiguille, quoi. Et c'est c'est pas quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce qu'en fait, du coup, des fois, parfois, quand je commence à trop consommer certains produits, c'est plus source justement d'angoisse de qu'est-ce que je vais faire d'abord, comment je vais stocker tout ça. Enfin, par exemple, d'épurer un peu mon appartement en ayant moins de choses en fait concrètes, matérielles. C'est pas quelque chose que je vis comme un sacrifice. Au contraire, ça me libère l'esprit en fait pour d'autres choses. Et parce que comme on est dans une société du jetable, j'ai l'impression que derrière chaque produit que j'achète, c'est potentiellement un produit que je vais devoir me prendre la tête à devoir remplacer en fait derrière parce qu'il est abîmé, parce qu'il est cassé. Et je trouve que ça fait vraiment de la charge mentale en fait. Et de se séparer de certains produits, au final, du coup, il y a moins cette charge mentale parce que je parlais des produits d'hygiène, par exemple. Si on a un produit, il faut remplacer un produit. Il n'y a pas 15 trucs où il faut regarder si c'est bientôt terminé, s'il en manque et on n'y a pas pensé parce qu'en fait, on avait 15 produits à gérer en même temps. Enfin, je trouve que c'est aussi beaucoup plus simple. Et du coup, pas du tout de notion de sacrifice pour moi. C'est intéressant parce que du coup, ça amène cette question de la liberté. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que si on vient se simplifier la vie, on se sent plus libre. Moi, ça, pour le coup, je l'ai vraiment vécu en voyage. Quand je pars avec une petite valise, par exemple, et aussi ça donne confiance en soi, je trouve, parce que d'avoir moins d'affaires, ça me permet aussi de me rendre compte que je suis capable de faire avec moins et de
d'être heureuse et qu'au final, c'est pas le nombre de choses que j'emmène qui vont faire que je vais passer un bon séjour, par exemple, et qu'au contraire, je peux aussi apprendre à improviser. Et ça, je trouve que c'est important aussi à mettre en lumière par rapport à ce qui peut nous attendre dans l'avenir, de se dire s'il y a certaines choses qui sautent, c'est pas forcément un mal, en fait. Tant qu'on a tout son confort, on se rend pas compte de ce que ça peut faire si on le perd. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un côté aussi, ça soulage, en fait, de perdre une partie de ce confort, quoi. Et ouais, du coup, de mon côté, j'ai pas du tout l'impression non plus d'avoir fait de sacrifices. Mais déjà, chez mes parents, il y avait toujours cette notion de sobriété. Pas forcément la même façon de la mettre en œuvre, mais mes parents, ils refusaient très souvent de nous acheter certaines choses ou certains jouets pour diverses raisons. Soit c'est parce que c'était fabriqué par des enfants dans des conditions lamentables ou des choses comme ça. Donc finalement, après, c'était un peu naturel de continuer à acheter des choses de seconde main parce que chez mes parents, on n'avait jamais rien eu de neuf. Voilà. Et après, ouais, j'ai pas non plus l'impression de faire de sacrifices. Enfin, ça m'amuse. J'aime bien cuisiner, donc ça m'amuse de chercher les meilleurs produits, enfin des produits qui soient locaux et de qualité. Et ça me dérange pas de faire un peu plus de route, mais pour aller chez un producteur avec qui je vais aussi avoir un contact et avoir un lien. Et ouais, ça me plaît notamment de faire mon jardin, même si ça prend du temps et tout ça. C'est quelque chose qui me donne plein d'énergie, quoi. Finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans votre mode de vie actuellement. En fait, j'ai l'impression, moi, qu'on se rend compte que nos besoins fondamentaux, pour être heureux même, ils sont pas si importants que ça. Enfin, ils sont pas si exigeants et si compliqués à mettre en œuvre. Et souvent, c'est un peu masqué justement par des biens consommables on va avoir l'impression qu'on a besoin de ça justement pour être heureux, pour continuer à être bien. Et c'est, à mon sens, pas du tout le cas au final. Finalement, l'idée, c'est de revoir à la baisse les besoins, en fait. Mais revoir à la baisse, c'est un peu, ça inclut un peu un jugement de valeur négatif, j'ai l'impression. Alors que c'est pas à la baisse, en fait, au final, c'est juste de dire, y a beaucoup de choses qu'on nous vend aussi, beaucoup de désirs qu'on a, et on a l'impression qu'on a besoin de ça, en fait, pour être mieux, alors qu'en fait, c'est un peu de la consommation rapide, des choses qu'on va... moi, ça m'arrive, et ça m'arrivait et ça m'arrive encore, d'avoir absolument envie d'un produit. Et une fois que je l'ai, en fait, je me lasse très vite. Et la satisfaction, elle est vraiment à court terme. Et un peu j'ai envie de dire, de troquer ça contre un bien-être de long terme et de sobriété, au final, c'est vraiment que du positif. Ouais, chercher le bonheur plus que l'argent, c'est quelque chose qui aide vachement et que notre société est pas du tout... notre société ne cherche pas du tout ça. Et quand on regarde les critères qui font de la France un pays développé, c'est le PIB. Et c'est pas du tout la qualité de vie ou des choses comme ça, même si c'est lié, évidemment. Mais donc, je pense que changer notre façon de voir la réussite et le but et les objectifs et les choses essentielles, c'est fondamental quoi, pour pouvoir changer la société. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est éco-anxieux ? Je sais pas si je peux apporter une réponse rapide, en fait. Pour moi, c'est un peu un chemin aussi à traverser, mais plus de lâcher prise et justement, en fait, de se débarrasser du superflu pour justement se concentrer sur ce qui est essentiel dans sa vie et de quel message il a envie de porter et d'apporter quelle réponse il a envie d'apporter en fait à ses angoisses. Mais après, je pense que c'est aussi un chemin qui est personnel et que chacun développe ses propres stratégies. Moi, je suis pas sûre de pouvoir donner des méthodes pour ça. Je suis désolée, mais... Avoir des gens qui soient optimistes autour de soi et créer des groupes optimistes. Et quand je suis avec mes amis et qu'on parle d'écologie, c'est rarement
c'est rarement accablant, c'est souvent, je sais pas, parce qu'il y en a une qui s'est mis qui a trouvé un nouveau producteur local, ou parce que, je sais pas, il y a eu une nouvelle avancée, quoi. Et ça, je pense qu'on peut vraiment être acteur dans les conversations qu'on a et dans toutes les interactions sociales qu'on a pour que les conversations tournent autour de choses positives. En fait, je suis d'accord aussi. Je crois que j'aurais un conseil à donner, c'est plus de sortir de l'isolement et justement de savoir s'entourer et construire avec les autres pour construire. Parce qu'en fait, c'est aussi une problématique, à la différence d'une maladie, pour le coup, qui nous est commune et aussi autour de laquelle, en fait, on peut faire du lien et on peut échanger. Et ça, je trouve que c'est important, en fait, de se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul face à ces problématiques. C'est quelque chose qui nous concerne tous, et je pense que l'éco-anxiété, il y a beaucoup de gens qui la vivent, et justement de partager et d'avoir des retours d'expérience à ce sujet, je pense que ça peut que aider, en fait, de se nourrir les uns des autres, des expériences des uns et des autres. Je pense que c'est important et que ça peut apporter aussi un élément de réponse. Pour rebondir sur ce que vous dites, si on soigne sa relation à soi-même en se posant des vraies questions, comme vous disiez, sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, quelle personne j'ai envie d'être, ça nous permet de soigner sa relation à soi. Et si, comme vous disiez, vous plutôt Salomé, je soigne ma relation aux autres, du coup je m'entoure de personnes avec qui je peux vraiment avoir un lien significatif, un lien humain qui est quand même la recette du bonheur, en réalité, la qualité du lien qu'on peut avoir avec les autres. J'ai toutes les chances de maintenir une éco-anxiété qui est quand même plutôt naturelle, à un niveau acceptable, qui va plutôt générer l'action au lieu de l'inhiber. Oui, tout à fait, parce que du coup, on est dans la construction aussi avec les autres, je trouve. Et aussi, à mon sens, on est dans la construction aussi de la société qu'on veut voir demain, en fait. C'est justement de passer de cette accumulation de biens matériels à une construction de relations avec les autres et d'un monde commun, en fait. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié ou mis en retrait, quoi. Merci à toutes pour vos échanges. C'était du coup très riche. On a pu voir différentes questions, différents domaines de cette question de l'éco-anxiété. Voilà, j'espère que vous aurez des billes peut-être pour vous accompagner dans ces questionnements et dans ce cheminement. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi notre podcast sur l'éco-anxiété qui touche à sa fin sur cette table ronde. Si vous ne les avez pas encore découverts, je vous invite à écouter les épisodes précédents pour découvrir les témoignages de Noémie, Salomé et Louane et notre entretien avec Anne-Laure Krikorian. C'était le podcast Éco-anxiété à l'université, proposé par le service de santé de l'université Lyon 1.